Bonjour, c'est Vincent. Aujourd'hui, on va parler d'entretien d'évaluation. Entretien annuel. Pourquoi ? On est à la fin de l'année, ça commence à frémir dans les départements RH, on a des gens qui commencent à récolter des formulaires, à faire de la formation, au mieux, pour les managers, les collaborateurs. Tout le monde s'excite, ça prend du temps, on y va, on y fout, c'est important, il faut faire ces entretiens annuels d'évaluation. J'avais moi-même d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, une discussion avec un client, que je salue au passage, salut Fabio, sur ce sujet. Et je lui disais, alors c'est marrant parce que pour ce qui est des entretiens d'évaluation, ceux qui commencent croisent ceux qui arrêtent. Hein, c'est un peu comme les fonctionnaires, hein, vous connaissez la blague. Et c'est tout à fait intéressant. Beaucoup de grosses boîtes américaines, très visibles, dont les fameuses GAFAM, hein, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et il y en a certaines qui ont abandonné l'évaluation annuelle. Complètement. Ouais, en fait, pas complètement. Mais en tout cas, ils ont abandonné le truc une fois par année, où tout le monde s'excite, comme on est tous en train de le faire maintenant. Et il y a des entreprises qui, pour des questions de temps, de connaissances, de nécessité, commencent à le faire maintenant. Et donc la question se pose, mais en fait, il faudrait faire quoi ? Qu'est-ce qui serait bien ? Au mieux, les gens se posent la question, mais est-ce qu'il y a de la recherche en la matière ? Alors, évidemment, la réponse est oui, puisque c'est quand même un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, parce que ça coûte très cher, en fait. Imagine une grosse boîte, je sais pas, 1000 personnes, faut faire 1000 entretiens, ça prend du temps, de l'énergie. Bon, bref. Et donc moi, j'avais envie de vous parler de ça, parce que je m'y suis intéressé il y a quelques années, puis ça revient périodiquement, puis je discute de temps en temps avec des gens. Je voulais faire un article, je voulais écrire un article détaillé là-dessus, mais j'aurais pas le temps cette semaine. Du coup, je vous pose quelques idées comme ça. Je me base pour ça sur un bouquin qui s'appelle, alors, il est un peu orienté, comment dire, hein, il s'appelle Abolishing Performance Appraisals, donc abolir les entretiens de performance, de Tom Cohens et Mary Jenkins. Je mettrai des détails dans la description du podcast. Et donc, je vais commencer par faire une critique, en suivant quelque peu le principe du bouquin, une critique de l'entretien d'évaluation annuelle. Alors déjà, vous peut-être dire ce que c'est. Alors, selon eux, en fait, c'est un appraisal, un assessment, une évaluation annuelle. C'est l'évaluation du travail individuel d'un employé, de ses comportements, de ses traits de caractère de temps en temps aussi. Et ça, c'est jugé, évalué par quelqu'un qui est extérieur à l'employé. C'est le chef, en général, qui évalue. Ou en tout cas, il doit y avoir une discussion sur un chiffre, un nombre, quelque chose qui caractérise la compétence de l'employé dans le domaine en question. Alors, en plus, ces notes sont liées à une période et pas du tout à un projet, à un travail, à un produit. Donc ça veut dire qu'on arrive peut-être au mauvais moment dans le développement du projet, par exemple. Hein, alors que la période de l'année, bon, en parenthèse, j'ai pas vraiment de recherche là-dessus, mais on se posait la question, pourquoi est-ce qu'on fait ça en fin d'année ? Moi, la seule explication que j'ai trouvée, c'est que, on fait une pause à la fin de l'année. Hein, y a cette idée du changement du chiffre, du dernier chiffre de l'année, comme si ça avait une quelconque importance avec quoi que ce soit au niveau du boulot, en parenthèse. Hein. C'est qu'une période de 2 semaines, une période de vacances de 2 semaines, alors qu'en été, typiquement, il y a un stop qui est beaucoup plus long. Donc on pourrait très bien les faire juste avant l'été. Bon bref, c'est première raison, changement d'année. Deuxième raison, c'est en fait, je pense pour des questions administratives de paye, c'est beaucoup plus simple de dire aux gens, dès le 1er janvier, tu auras XY. Et donc, comme souvent l'entretien d'évaluation est lié à la discussion sur la paye, on fait les deux en même temps, hop, c'est fait une fois. Hein, en plus, les managers aiment pas trop faire ça, donc du coup, on fait d'une pierre deux coups. Tac, tac, vite fait, bien fait. On roule Simone. Bon. En plus, ce processus, il est obligatoire. Ou en tout cas, fortement recommandé. Ce qui fait que vous avez des départements RH entiers qui courent après les managers pour taffer tes entretiens, etc. Bon. Et donc du coup, c'est pas du tout volontaire. C'est pas du tout l'employé qui dit mais cette année là, j'aimerais bien avoir un peu de feedback sur ce qui s'est passé. Hein, donc c'est le chef qui ça descend la hiérarchie quoi. On pourrait te poser la question entre parenthèses, qui c'est qui évalue la direction, hein ? Qui évalue l'évaluateur ? Bon.
Et puis alors le résultat de ce machin, en général, c'est les gardiens du temple, c'est les RH, c'est logique, hein. Et donc c'est les RH qui gardent ça, qui conservent ça. Dans le dossier de l'employé, il peut y avoir une copie chez le manager, et puis dans les meilleurs cas, on donne une copie de l'entretien ou des résultats de l'entretien au collaborateur. Bon, ça c'est ce que c'est. Alors maintenant, pourquoi on fait ça? Alors, je crois qu'il faut être honnête, il y a de bonnes raisons puis de mauvaises raisons. Alors une des bonnes raisons, c'est l'amélioration de la performance, d'évaluer des besoins de formation, des développements, peut-être de mettre des objectifs, les mesurer. Mesurer la performance individuelle. Hein. Ça, c'est une première raison qu'on pourrait qualifier peut-être de bonne raison. Une encore meilleure raison, ça c'est selon moi, hein, mais c'est le coaching du collaborateur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va pas bien? Comment est-ce qu'on peut t'aider dans ce domaine-là? Ou comment moi je peux t'aider en tant que manager, etc. Comment toi tu peux t'aider d'ailleurs aussi. Hein. Troisième besoin, qui est bien aussi, c'est feedback, communication, reconnaissance, valorisation, hein, tous ces trucs-là, parce que simplement, l'employé a peut-être besoin d'avoir une petite information sur comment ça se passe dans son travail. Puis après, il y a d'autres raisons, alors qui sont normales, hein, ils sont nécessaires. Un département RH, ça fonctionne pas qu'avec des coachs. Il faut payer les gens. Alors du coup, on fait cet entretien d'évaluation annuel pour savoir comment est-ce qu'on va payer les gens. Et puis les discussions d'argent, c'est un peu comme des discussions de chiffres, c'est un peu comme quand vous allez acheter un tapis juste avant de partir, de revenir de vacances à Marrakech. Hein. C'est pas des belles discussions, rarement. C'est plutôt du marchandage. Franchement, ça pue un peu par rapport à la noblesse de ce qu'on vient de voir avant. Bon, la discussion de la paye, c'est pas la plus intéressante. 2, souvent les managers ont zéro idée de ce qu'ils peuvent vraiment donner, mais zéro, parce que c'est en fait décidé plus tard. Alors pas dans toutes les boîtes, mais ça peut arriver. Et puis ils sont pas formés à ça, quoi. C'est de la négo compliquée. Donc c'est pas une discussion qu'on adore avoir. Autre raison, de nouveau normale, c'est au niveau des ressources, comment est-ce qu'on est, hein, donc c'est ce qu'ils appellent les staffing decisions, c'est on engage ou pas des gens en plus, donc c'est là aussi où on va prendre toutes les décisions de promotion. Donc ça a un impact énorme pour les gens, hein, la paye, l'avancement. Et puis alors, évidemment, la troisième raison, alors qui est pas la plus reluisante, mais qui est nécessaire aussi, ça donne des preuves écrites à l'entreprise sur la performance de la personne. Alors, en Suisse, vous savez qu'on n'a pas besoin de justifier du licenciement de quelqu'un, mais si on le fait, il faut que ça ait une certaine portée. J'ai un exemple en fait récent où une amie une DRH me disait, tu te rends pas compte, on est au début de l'année, c'était début 2018, je viens de recevoir un manager qui me dit que je dois virer quelqu'un, je regarde son évaluation de fin d'année, elle est bonne, puis on y a filé un bonus. Puis quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? La personne ne comprend pas, puis elle vous met au prud'homme. Parce qu'elle dit, attends, là, mon entretien d'évaluation, il était... et puis, bon. Et j'ai eu la confirmation d'ailleurs par quelqu'un d'autre d'un cas exactement similaire. Donc ça arrive, c'est des choses qui arrivent, et donc faire l'entretien d'évaluation de fin d'année, c'est une manière d'obtenir des preuves écrites pour pouvoir, si nécessaire, libérer quelqu'un, le licencier, pour des raisons plus ou moins justifiées. Bon. Ça, c'est pourquoi on fait les entretiens de fin d'année. Le problème, en fait, c'est que ça marche pas. Ça marche pas bien. Ça marche pas tout le temps. J'ai plein d'exemples de gens qui bossent, même pas en Suisse, ailleurs, à l'étranger, aux États-Unis, en France, où c'est toujours la même chose. Alors, il y a des interférences qui sont provoquées par, typiquement, les 3 derniers sujets qu'on vient d'aborder. La paye, les staffing decisions, et puis tout ce qui est documentation légale, quoi. Les gens savent très bien que ça va dans leur fichier, dans leur file. Ils savent très bien que ce qu'ils vont dire pourra être retenu contre eux. Donc, la discussion, du coup, elle est complètement biaisée. Et en com, on sait que la com, c'est pas un processus magique où une idée que j'ai dans ma tête se transmet magiquement dans la tête de l'autre personne en face. C'est très compliqué, la communication. Donc, moins d'interférences, mieux c'est. Et là, on en a toute une série d'interférences qui font que, finalement, le processus se passe mal. En plus, alors, comme on disait avant, il est long. On sait qu'évaluer, c'est compliqué.
pour toute une question de biais, de mauvaise formation, de mauvais types de préjugés sur les gens, sur leur manière de faire leur travail, comment ils devraient bosser plutôt que comment ils bossent vraiment. Donc il y a tout un tas d'interférences dans lesquelles j'irai plus en détail dans l'article, parce que je ferai l'article, mais c'est pas un processus qui se passe bien, quoi. En plus de ça, une entreprise, c'est pas une collection d'individus. C'est pas vrai, ça. C'est un système. C'est un système à interaction multiple, un système complexe, dans lequel il y a des individus, mais pas que. Il y a des individus, il y a des équipes, il y a des clans, il y a des groupes, il y a tout un tas d'appartenances diverses qui se mélangent, qui s'entrecroisent, qui fait que pourquoi on évalue les gens, en fait? Pourquoi on n'évalue pas, je sais pas, les équipes, hein? Et donc, l'évaluation des gens, ça fait quoi? Ça fait que les gens ils se disent bon ben ok oui travailler en équipe, oui parce que ça fait bien et tout, mais en fait c'est pas ça qui compte, parce que qu'est-ce qui va rester dans mon fichier? C'est pas le fait que j'ai bien bossé en équipe, hein? C'est le fait que qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, quelle note j'ai eu sur la compétence XY, et donc les gens sont pas dupes. Les gens jouent avec les vraies règles. Ils jouent pas avec les règles établies. Oui, l'entretien de fin d'année, vous comprenez, c'est pour vous. Tant que ça a un impact sur la paye, tant que ça détermine la performance, la promotion, tant que ça sera retenu contre vous si jamais il y a un problème, les gens ils vont pas se détendre. Les gens ils vont pas avoir un dialogue comme on aimerait avoir en entretien de fin d'année. J'étais récemment à un événement de HR Neuchâtel avec Maxime Morand, qui disait, selon lui, pourquoi il faudrait faire un entretien de fin d'année. Ce qu'il donne, c'est pas vraiment faire de l'administration RH, quoi. C'est donner du feedback, c'est rassurer les collaborateurs, hein, c'est donner du sens à ce qu'ils font, et puis j'aime bien, parce qu'à la fin, il dit, en fait, c'est la détox annuelle, quoi. C'est là, on lâche un peu tout, aussi bien du côté du manager que du collaborateur. Et puis quand on lâche, puis c'est fini, c'est posé, et puis après, on va de l'avant, quoi. Hein, donc moi, le mot que quand je prenais les notes, j'ai marqué un mot en travers, c'est le mot dialogue. En fait, c'est ça l'objectif d'entretien de fin d'année. D'ailleurs, je pense, mais je vérifierai pour l'article, que la recherche montre qu'effectivement, quand on fait quelque chose comme ça peut fonctionner. Les gens s'ouvrent, les gens parlent des vrais problèmes. Bon. À propos de la paye, le lien avec la paye, c'est un peu compliqué. Parce que bon, maintenant, moi je dis ça, puis les RH me diront, oh, mais t'es gentil avec ton bins là, mais comment je fais, moi, pour savoir qui j'augmente pas? Bon, ça c'est une autre discussion. Mais le lien entre la paye et les entretiens de fin d'année est nécessairement toxique. Parce que ce sont des directions des discussions qui sont complètement différentes, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors, il y a encore des gens qui pensent que c'est la performance qui doit déterminer la paye des gens. Alors, on pourra en reparler. Je suis pas vraiment convaincu, en fait. Je suis pas convaincu que ce soit vraiment la meilleure des idées. Simplement parce que les gens bossent pas pour ça. Surtout les nouvelles générations qui viennent, les fameux millennials, hein, et même les générations Y, ce qu'ils veulent, c'est du sens. C'est un job intéressant. Bien sûr qu'il faut payer les gens, mais ça Herzberg l'a montré il y a 40 ans. Hein, si on paye pas les gens, ils sont démotivés, mais si on les paye plus, ils sont pas beaucoup plus motivés. C'est pas le fait de tripler le salaire de quelqu'un qui va le rendre 3 fois plus motivé. Ça, c'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai. Alors, il faut payer les gens correctement. Hein. S'ils ont bien fait quelque chose ou ils ont fait plus, on peut imaginer un système de bonus, mais bon, je suis pas très pas très à l'aise, pas très au clair avec ces idées de pay to play. Hein, on paye pour la performance. Alors, du coup, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est assez clair. Une organisation, parce que c'est un système, ne peut pas être améliorée en focalisant l'attention sur les individus. Ça, je pense que c'est pas une bonne idée, en fait. L'individu lui-même, la personne. Ensuite, le choix, en fait, la responsabilité doit être laissée aux gens. Si on veut que ça ait du sens. On peut pas forcer les gens à être motivés. Ça ne marche pas. On sait que la seule vraie motivation, c'est la motivation intrinsèque. C'est la motivation qui vient de l'intérieur, non pas de l'extérieur. Hein, c'est pas en disant, ah, t'auras un bonus si tu bosses bien. Ouais, les gens vont le faire, mais c'est un bonus individuel. Donc, vous voyez, à court terme, à la limite, le gars, il sera en bonus, mais est-ce qu'il n'est pas en train de détruire des relations qui, à moyen terme, seraient importantes pour l'entreprise? Ben ça, on n'en sait rien du tout, parce qu'on le mesure pas. Alors, en revanche, le gars, oh, bravo, il a fait le projet en temps, en heure, en budget. Ouais. Sauf que quand il partira de la boîte dans 2 ans, tout le bordel qu'il aura mis, c'est le prochain chef de projet qui va le prendre dans les dents. Et là, ça me fait penser à autre chose. C'est que, lors de ces entretiens de fin d'année, quand on fixe des objectifs, faut faire extrêmement attention au type d'objectifs qu'on fixe.
On dit par exemple à quelqu'un qui fait de la vente, on dit l'année prochaine, tu me fais 10% de plus de chiffre d'affaires. Quel contrôle il a là-dessus, lui? Zéro. Aucun. Alors, lui, il a le contrôle sur ce qu'il peut, l'effort qu'il peut fournir, mais pas sur le résultat. Absolument pas sur le résultat. C'est la différence en anglais, j'aime bien parce que c'est output et outcome. Output, c'est ce que je fais, c'est mes actions, c'est mon énergie, voilà, ça c'est output. Mais outcome, c'est le résultat. Et ça dépend que très rarement de moi, mais vraiment très rarement. Imaginons le gars qui fait de la vente, crise financière l'année prochaine, genre 2008, 2018, 2019, bon, tous les 10 ans. Qu'est-ce qu'il en peut qu'il n'a pas atteint ses objectifs? Et pourtant, pour peu qu'il ait un chef ou une entreprise qui soit un tout petit peu streng, il n'aura pas atteint son objectif. Donc, vous voyez, le contrôle que la personne a sur son objectif est super important pour sa motivation. Donc, si je lui mets l'objectif, je lui pose, parce que c'est ce qu'on met dans les entretiens de fin d'année, il faut poser l'objectif au collaborateur, ça va pas marcher. Donc, les employés peuvent pas être motivés. Par contre, on peut donner des conditions, typiquement d'ouverture, de sécurité psychique, psychologique, pour qu'il puisse confier les difficultés qu'il a pour faire son job. La plupart des gens normaux, dans le sens sain d'esprit, sont motivés intrinsèquement à faire un bon job. C'est dans la nature humaine de faire quelque chose, d'être curieux, d'être intéressé. Alors, pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont pas en bonne santé mentale, qui ont des problèmes de dépression, qui ont des problèmes familiaux, qui se reportent sur le travail. Donc, pas tout le monde. Mais la plupart des gens que vous avez dans les entreprises, dans les organisations, des gens qui viennent pour bosser, quoi. Alors, il y en a qui ont des jobs alimentaires, certes, et même ceux-là, moi je suis convaincu, mais c'est une croyance personnelle, même ceux-là, je pense qu'on peut vraiment leur donner un espace pour qu'ils puissent être plus motivés, être plus intéressés à ce qu'ils font. Donc les gens, intrinsèquement, ils le font, ça. Donc il suffit quelque part de leur donner un petit espace, puis les gens, voilà, il faut les laisser faire leur boulot. Pour moi, je pense que de faire fonctionner le système mieux, ça veut dire d'améliorer le fonctionnement des canaux de communication, le fonctionnement des processus dans une entreprise, sera beaucoup plus intéressant en termes de performance que d'évaluer les gens. Ça, pour moi, c'est assez clair. Donc, voyez, évaluer l'individu, ça va pas forcément apporter des résultats pour l'individu, puis ça va pas forcément apporter des résultats pour l'entreprise ou l'organisation. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça, ce sera le résultat de ma réflexion, de l'article. Je ferai peut-être un commentaire podcast sur l'article quand je l'aurai écrit. Mais je voulais vous poser ça pour que les gens qui ont les entretiens de fin d'année, là, qui vont arriver, que ça soit fin d'année ou début d'année prochaine, si vous avez un peu d'influence sur le processus, posez-vous vraiment la question. Pour moi, la première chose à faire, même si vous fonctionnez dans un truc très très normé, il y a des ratings partout, le pire, c'est les listes de compétences, quoi. Vous imaginez un manager qui doit évaluer si son collaborateur il est bon en créativité, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'il en sache? Il est assis tous les jours à côté, à la limite, peut-être. Enfin bref, donc même si vous êtes dans un système comme ça, même si vous êtes dans un système où le truc il fait 8 pages, dites à vos collaborateurs ou demandez à votre chef si vous êtes collaborateur, j'aimerais bien moi faire la discussion. J'aimerais bien, moi, être in charge. J'aimerais, moi, mener le débat. J'aimerais que tu me donnes pas ton évaluation, mais j'aimerais te donner la mienne et puis que tu me challenges. Donc, on va pas embêter les RH à 2 semaines de la période d'évaluation. Il faut pas changer les processus maintenant. Mais si vous arrivez déjà à retourner l'évaluation pour que ça soit le collaborateur qui ait envie, qui le fasse pour lui, en fait, pour lui et son équipe, pour lui et son fonctionnement, je pense qu'on aura déjà gagné beaucoup par rapport au truc qui vient du haut et que tout le monde déteste, quoi. Donc voilà, c'était mes petites pensées en cette fin de semaine sur les entretiens d'évaluation. Je vous encourage à en discuter avec des collègues, avec des gens que vous connaissez, et voyez si vous pouvez faire ce petit retournement que je vous recommande, et on parlera de la suite au prochain épisode. À bientôt, merci, ciao.